Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler point lecture avec 7 romans. Je commencerai en vous parlant de La légende de la geste parfaite, le tome 2 de La brume aux abois de Arnaud A.L. Piraudon. On continuera avec également un tome 2 avec Absolu, les effacés de Margot Dessen chez Big Bang. Je vous parlerai ensuite de Runburn, le tome 1 tir de Ariel Holz chez Gulfstream Editor. On enchaînera avec Terreur sur le lac de Sandrine Beau chez Bayer Jeunesse. On ira dans complètement autre chose avec My Way de Carnet de beurre 2000 à 2002 de Didier Bovard chez les éditions de l'Astronome. L'avant-dernière lecture dont je vous parlerai, il s'agit de La faille de Franck Tillier que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai plus en ma possession, et d'une lecture numérique avec Les féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder paru chez Scrinéo. Je commence en vous parlant du tome 2 de La légende de la geste parfaite. C'est une auto-édition. Je vous avais présenté le tome 1, il me semble, au mois de décembre. Je l'ai un petit peu lu dans la foulée du tome 1. Autant continuer les sagas tant qu'on s'en rappelle encore. Dans le tome 1, nous suivions Emma, une félichate qui était muette et qui s'attirait pas mal d'ennuis à cause de sa différence. Dans ce tome 2, nous suivions Gong, qui est un frelapin qui vit à Brumeuse. Une ville assez étrange, avec une ambiance pas très joyeuse, quelque chose qui plombe le moral. Et c'est dans cette ville-là que va arriver la troupe dont fait partie Emma. Emma l'a intégrée dans le tome 1. Et ils partent en quête de la geste parfaite, cette chanson qui aurait été écrite, chantée il y a de cela des centaines d'années et qui aurait un pouvoir apaisant, un pouvoir magique sur tout le monde. Donc ils sont en quête de cette geste parfaite, ils arrivent à Brumeuse parce que ils savent que les instruments sur lesquels la geste parfaite a été jouée se trouvent dans le musée de Brumeuse. Et ils vont faire la rencontre de Gong, ce frelapin qui est passionné d'histoire et qui va les aider à justement peut-être accéder à ces instruments qui restent pourtant la propriété du musée et que personne ne peut voir. Voilà, ça c'est un raccourci vers l'histoire, puisqu'il y a quand même pas mal de choses en général autour de cette histoire. Le roman est très court, mais on y parle de pas mal de thèmes de société. Dans le premier tome, c'était vraiment la différence, le rejet de cette différence, le harcèlement. Ici, on est plutôt dans l'acceptation de soi, de ce qu'on aime, de ce que l'on est, essentiellement pas aux yeux des autres, mais ce que l'on pense être au fond de soi, par rapport à Gong, qui lui ne se destine pas aux travaux de chant, etc. Mais voilà, il est vraiment passionné d'histoire et il veut absolument aller dans cette voie, mais il n'ose pas. Et Gong va s'amouracher de Pam, qui fait partie de la troupe avec Emma. Cette troupe de musiciens passionnés par leur art. Et voilà, on suit l'histoire. On est dans une ambiance encore un cran au-dessus du tome 1 qui était déjà un peu glauque. Là, vraiment, c'est l'ambiance générale de la ville qui fait l'ambiance de ce roman. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé continuer à suivre cette troupe dans leur quête ultime. J'aime les voir évoluer, j'aime voir ce qu'ils deviennent. Voilà, je me suis un peu attachée à tous ces cas atypiques, puisque je vous le rappelle, on est dans un roman qui parle d'anthropomorphisme, donc nous avons des, je vous l'ai dit, félichates, frelapins, filles des chiens, donc voilà, des animaux qui se comportent comme des humains, qui ont exactement les mêmes réactions, les mêmes sentiments, et c'est très bien fait parce que on oublie à un moment que ce sont des animaux. Bref, j'aime beaucoup cette petite saga. Je vais continuer, j'ai encore le tome 3 dans ma palle, et puis on verra après si je continue, mais c'est bien parti pour que je continue, parce que je commence sincèrement à m'attacher à eux. Allez, je vous parle du tome 2 de Absolu. J'avais lu le tome 1 il y a déjà quelques temps, l'année dernière avant les Imaginales, puisque j'en avais parlé avec Margot Dessen, et celui-ci je l'ai lu début janvier. C'était
différent du tome 1. Dans le premier tome, on était dans une sorte de huis clos, puisqu'on suivait des mobilisés, un groupe de mobilisés, la 20e génération il me semble, qui rentrait dans la zone pour combattre la chose. Dans ce tome 2, nous suivons ces mêmes mobilisés de retour dans la vie normale. Alors avec des parcours complètement différents, je pense que ce qui m'a gêné, entre guillemets, c'est que on éclatait ce groupe qui s'était formé au sein de la zone et chacun avait des destins différents. Le pire dans tout ça, je crois que c'est Prime. Prime, je l'ai détesté. Autant dans le premier tome, je l'avais beaucoup aimé, autant dans ce second tome, je le déteste, mais je crois que c'est fait exprès, hein, clairement, puisque Prime est élevé en héros. Il va servir de au pouvoir, ça va être la face héroïque des mobilisés, tandis que les autres mobilisés qui ont autant participé que lui justement dans le combat contre la chose dans le tome 1, et ben eux vont être relégués au rang de sous-fifres. Ils vont être envoyés à la guerre, ils vont être mis plus bas que terre, ça va pas du tout être un honneur d'avoir servi dans la zone, ça va plutôt être vraiment en leur défaveur. Bref, on a vraiment un grand écart entre tout ce qui arrive à nos personnages et je pense le fait que on les ait séparés, qu'on force le trait sur Prime, qu'on se mette à le détester, ça n'a pas joué pour continuer à m'attacher au personnage. Bien sûr, il y en a d'autres qui relèvent la tête, avec Susanna qui on voit son évolution. On est plutôt dans tout ce qui est influence politique, ce genre de choses, ce qu'il n'y avait pas dans le tome 1. Dans le tome 1, c'était de la survie pure, il fallait qu'il se débrouille, il fallait qu'il survive. Hein. À chaque instant, c'était de la survie. On n'a plus cette impression de huis clos, ça part un petit peu dans tous les sens. Moi j'ai trouvé ça. Après, j'ai pas passé un mauvais moment parce que ça se lit super vite. Margot Dessen a cette faculté de nous transporter où qu'elle nous emmène. Donc c'était sympa, même si j'ai préféré le tome 1. Allez, je vous parle d'une saga, parce que, bon, je vous parlais de tome 2, mais j'ai quand même commencé aussi une saga au mois de janvier, parce que celui-ci, je l'ai acheté en avant-première à Montreuil. Donc il était temps quand même que je le lise avant qu'il sorte réellement en librairie. Parce que quel intérêt d'acheter une avant-première si on ne la lit pas avant? Donc j'ai lu Runburn. C'est une histoire dans du folklore, dans une mythologie nordique, donc avec des dieux nordiques. On est dans une sorte de roman avec des vikings qui nous parlent de personnes qui ont des runes tatouées sur leur corps. Ces runes leur offrent du pouvoir. Nous sommes avec Tyr qui porte une rune qui fait partie du coup des Runborn, des personnes. Ils sont 24 dans le monde à porter une rune. Ils ont une mission. Ils doivent se regrouper. Ils sont là pour redonner vie aux dieux. Tyr, à l'origine, ne sait pas vraiment d'où lui vient cette rune, ne sait pas à quoi elle sert. Et dans ce premier tome, il va découvrir cette mission, il va découvrir toute cette mythologie autour des runes, ce que sont les Runborn, etc. Et il va faire un bout de chemin avec des amis qui portent eux aussi des runes. Bref, c'était une histoire très sympa, originale. J'en lis pas tout le temps des romans dans la mythologie nordique. Ariel Holz arrive à créer quelque chose de compréhensible, mais assez complexe, assez glauque. Hein, ne vous attendez pas à quelque chose de tout beau, tout rose. Hein, on est quand même un petit peu dans la période des Vikings, donc ça tranche des membres, ça coupe des têtes, ça bouffe des cadavres. Voilà, vous êtes prévenus, c'est un peu glauque, mais j'aime bien cet univers, donc c'était une très très belle découverte et j'ai hâte de voir la suite puisque Tyr va sacrément subir dans ce premier tome, donc j'espère qu'il va réussir
à remonter la pente et qu'on va découvrir d'autres Runburn et qu'on va découvrir leur mission finale et que voilà. J'ai hâte de voir la suite, même si ça ne va pas être pour tout de suite puisque ce tome 1 n'est même pas encore sorti, mais en tout cas c'est très prometteur et j'ai passé un très bon moment avec cette mythologie et cette magie des runes et cette mission sacrée de faire renaître les dieux. Celui-ci je l'ai lu en une après-midi, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et ça m'a fait du bien. C'était cool. C'est un petit roman qui fait 255 pages que j'avais acheté à Easy Cash il n'y a pas très longtemps, sur un coup de tête. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa. On est dans une histoire contemporaine, thriller, avec Linus. Linus qui est un gamin qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui est harcelé à l'école, qui subit vraiment sa vie. Il décide de se retrancher dans un coin paumé en plein milieu d'un lac. Il y a une petite cabane, c'est un coin qu'il a découvert il n'y a pas si longtemps, il y accède avec une barque et voilà, il se met au vert, il quitte tout, il fait une sorte de fugue pour pouvoir se poser, réfléchir à sa vie et partir loin de tous les problèmes qui l'attendent à l'école. Sauf que, manque de bol, il se retrouve dans une histoire de kidnapping, c'est-à-dire que il va dans cette cabane, il s'endort et il se réveille avec des voix d'hommes qui sont en train de planifier le kidnapping d'une jeune fille. Et le kidnapping va se faire et finalement Linus va se retrouver avec cette gamine qui a été kidnappée, une gamine qui, bien entendu, est son tortionnaire à l'école. Donc il va falloir qu'ils collaborent, qu'ils oublient leur grief, leur haine l'un envers l'autre pour collaborer, pour se sortir de cette problématique parce que clairement leur vie est en danger. J'ai passé un bon moment, ça se lit tout seul, ça se lit hyper vite. Alors clairement je suis pas fan de tout ce qui est langage adolescent, etc. Parce que cette gamine c'est une terreur. C'est pas pour ça que c'est dans le titre, hein, mais elle est insupportable. C'est une fille très hautaine qui croit que tout lui est permis, donc forcément le pauvre Linus, il a subi, et même quand elle se fait kidnapper, c'est encore lui qui paye les pots cassés alors qu'il essaye de l'aider. Bref, elle est détestable. Mais voilà, on force énormément le trait. Linus est pas mal non plus, hein, parce que lui c'est pareil, hein, il a ses griefs et il se dit je vais pas aider cette fille alors qu'elle me pourrit la vie. Mais bon, de là à la laisser mourir. Bref, voilà, il y a tout plein de mélange de sentiments, d'analyse de ces sentiments-là, qui font que c'est très bien passé. Je vous dis, je l'ai lu en une après-midi. C'est écrit très très gros, hein. Les chapitres sont assez courts, donc ça s'enchaîne très vite et ma foi c'était une bonne lecture qui m'a fait passer un bon moment. Alors c'était pas de la terreur, hein, c'était quelque chose d'assez classique, ça fait pas spécialement peur, mais c'est bien dosé et ça fait le job. Allez, je vous parle d'un témoignage. Cette fois-ci on n'est plus du tout dans de la fiction, on est vraiment sur le témoignage de cet homme, de Didier Bovard, qui de 2000 à 2002 a fait la traversée, donc il est parti des Canaries, il est allé jusqu'en Martinique avec un hydrocycle. Un hydrocycle, c'est, on le voit ici sur la photo, après il y a d'autres photos à l'intérieur, ce petit bateau, et dedans, le moteur, ce sont des pédales. Il pédale pour avancer. Donc voilà, il retranscrit en fait son voyage. Attendez, je vais vous montrer une photo. Voilà, l'hydrocycle il est là. Donc c'est un petit peu son carnet de bord, son journal de bord qu'il a écrit jour par jour en expliquant à quoi il passait ses journées. Donc en règle générale, il pédale. Il se lève le matin, il pédale. Il mange comme il peut ses produits lyophilisés. Il discute à la CB avec ceux qui le suivent, qui suivent son parcours, qui l'aident en cas de pépin, en cas de problème. Il nous explique les problèmes rencontrés au cours de la traversée, donc les tempêtes, les vagues, voilà, la peur qui peut l'habiter à chaque moment.
Ensuite, on a encore une partie entre la Martinique et, à la base, c'est Memphis, sa destination. Mais voilà, il va parcourir la mer des Caraïbes, débarquer sur Terre et finir le voyage en vélo. Donc voilà, hein, il va pédaler tout le long. Et c'est pas seulement son voyage, parce que quand on commence ce roman, on nous parle déjà des difficultés pour préparer ce voyage. La recherche de sponsors, l'acheminement de l'hydrocycle jusqu'à son point de départ aux Canaries, le transport, ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez complet. Donc si l'aventure vous tente, bah écoutez, moi je l'ai lu sur plusieurs jours, comme ça entrecoupé. C'est pas quelque chose qui va vous prendre au trip et que vous allez lire d'un coup. Faut vous ménager des petites pauses, parce que au final on part sur quelque chose d'assez redondant, parce que il va passer, je ne sais plus combien, 88 jours en mer, des Canaries à la Martinique, donc 88 jours. Bah, tous les jours vous avez un petit point sur ce qu'il a fait. Un peu mieux dormi ou pas du tout dormi, voilà, c'est très succinct. Mais finalement, bah, on se prend au jeu quand même. On se prend au jeu et on se dit, waouh, qu'est-ce qui va encore lui arriver quand il est dans la mer des Caraïbes et qu'il croise ces plateformes pétrolières qui parsèment la mer des Caraïbes. Bref, c'est une invitation au voyage. Et c'est waouh, il a fait un sacré voyage. Et c'était très intéressant de lire ça, sachant qu'il a fait 3 traversées. Donc ça, c'est la seconde. Il a fait la 3e traversée il n'y a pas si longtemps. Alors, pour tout vous dire, moi je suis au courant de ses aventures parce que mon père est cibiste et qu'il l'a suivi. Donc c'est drôle d'apprendre à connaître Didier Bovard en dehors de ce que mon père me dit de lui. Donc voilà, très intéressant. C'est pas du tout le style de lecture que je lis habituellement, mais ça m'a fait du bien de me plonger dans un récit véridique, un témoignage. Et bah écoutez, ouais, pourquoi pas découvrir ce qu'il a pu faire par la suite et les péripéties de ses autres voyages. Je vous parle maintenant de La Faille que j'ai lu grâce à la bibliothèque. C'est un roman de Franck Tillier. C'est une suite des aventures de Charcot, sachant que je n'ai pas lu la saga Charcot et Nebel. J'avais commencé parce qu'en lecture audio je m'étais lu le premier livre des aventures en me disant il faut que je commence par le début, et puis il était à la bibliothèque et je me suis dit allez, c'est pas grave, on va le lire celui-là. Et franchement j'ai pas été perdue, dans le sens où je connaissais déjà les personnages, je connaissais déjà Charcot, je connaissais déjà Nebel parce que j'avais lu aussi le syndrome E. Oui, j'avais lu un peu tout dans le désordre. Et bien sûr, bah, j'ai pris l'histoire en cours de route, puisque les personnages se sont développés sans moi. Hein. Moi, je n'ai pas vu leur évolution. Je les ai connus au début, je les ai connus un peu au milieu, et je les connais maintenant. Donc oui, il y a eu pas mal d'évolutions. Moi, je n'ai pas toutes les clés pour savoir ce qui s'est passé, puisque bah, je n'ai pas lu les autres. Et c'est pas plus mal, parce qu'il arrive une grosse saloperie à un membre de l'équipe de Charcot. Et je pense que si j'avais lu tout depuis le début, j'aurais été très affectée par ce qui se passe. Là, j'étais assez détachée parce que je ne connaissais pas cette personne. Bref, j'ai passé un très bon moment. C'était encore une enquête palpitante pour Charcot, avec voilà un événement qui se produit et qui touche directement un membre de l'équipe. Et quel événement, je vous jure, ça vous retourne le bide, ça vous retourne le cœur. Et pourtant, je vous dis, je ne connaissais pas déjà cette personne avant. Donc pour ceux qui suivent la saga et qui arrivent là en se disant « Oh, mon Dieu, je n'ose même pas imaginer. » Je n'ose même pas imaginer. Bref, très bonne enquête. Franck Tillier arrive toujours à m'embarquer. Je suis toujours à fond dans ces enquêtes. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, ici. Et bah, je continuerai. Après, il faudrait que je me reprenne toute la saga depuis le début, mais cette saga est tellement vaste que ça me fait un peu peur. Mais en tout cas, La Faille est très très bien passée. Même si vous ne connaissez pas Charcot ou quoi, je pense que vous pouvez la prendre telle qu'elle et vous laisser porter par l'histoire. Et je continue et finis avec Les Féeries des Shades. C'est un écrit de Cindy Van Wilder. J'aime beaucoup Cindy. J'ai lu Les Autres Passeurs, Mémorex d'elle. Pas ses contemporains, mais en tout cas, c'est fantasy.
fantasy science-fiction. Donc j'étais très contente de pouvoir découvrir ce nouveau roman. C'était un one-shot que j'ai eu grâce aux éditions Scrinéo, donc je les remercie. Je pense que le format dans lequel on me l'a donné n'était pas le plus adapté. Je vous explique. Moi j'avais postulé pour le format papier, je ne l'ai pas eu, ils m'ont proposé donc le format numérique. Pas de problème, je lis en numérique, simplement ce n'est pas un EPUB qu'on me donne, c'est un lien Calaméo. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Calaméo, c'est vous suivez le lien et vous êtes sur une plateforme de lecture en direct. Donc vous n'avez pas le fichier. Voilà, ça évite, je pense, les piratages, ce genre de choses. Mais en fait, ça s'apparente à du PDF, puisque vous le lisez sur un format qui n'est pas transférable sur votre liseuse. Donc, lire sur le téléphone. Par un lien, donc en fait, à chaque fois que vous retournez sur le lien, vous perdez votre progression. Il faut que vous ayez noté le chapitre pour pouvoir retourner au chapitre en faisant la recherche. Donc un format écrit assez petit, donc on est obligé de zoomer parce qu'on a des en-têtes de chapitres avec des phrases en italique qui sont tirées de journaux. En fait c'est une galère sans nom. Clairement je pense que c'est la dernière fois que je lis sur ce format parce que j'ai pas du tout pris de plaisir et ça m'a plutôt freiné dans ma lecture. Donc je pense que ça a aussi participé à l'avis que je vais vous faire. En gros, j'ai passé un bon moment avec ce roman, mais j'ai été perdue pendant plus de la moitié du roman. C'est un one-shot, donc il faut que ça aille assez vite, mais je pense qu'on se perd dans l'univers. Donc les féeries des Shades, c'est quoi? C'est une lutte entre deux peuples. Nous avons les Arcanes qui sont opprimés par les Eshari, qui vivent en maîtres, qui ont asservi les Arcanes. Les Arcanes ont certains pouvoirs et certains talents, on les appelle comme ça. Il y a les sans talents et les talents. Et les Eshari asservissent totalement les Arcanes, les mettent dans les mines, leur donnent le travail de servants. Et les Arcanes subissent ça sans trop pouvoir broncher. Il existe les féeries qui sont proposées chaque année aux Arcanes, une possibilité de combattre leurs concitoyens dans des jeux, et un vainqueur acquiert sa liberté. Bon, bah écoutez, c'est quand même une possibilité, sauf que ça n'attire pas du tout Harry et ses amis Arcanes qui vivent eux dans un cirque, qui sont exploités comme les autres Arcanes. Et Harry décide, avec ses amis, fomente un plan pour s'échapper et gagner leur liberté par eux-mêmes. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ils sont rattrapés et ils sont obligés de participer aux féeries. Normalement c'est volontaire, mais bizarrement, on les envoie tous aux féeries. Ça, c'est le postulat de base. Ça pourrait être très simple, mais on rajoute à ça une dimension alors démoniaque, je ne sais pas, où vivent les autres. Et à partir de là, j'étais complètement paumée. Je ne comprenais pas qui étaient les autres, je ne comprenais pas parce que Harry entend des voix, elle se fait guider par Dizari. On ne sait pas qui est Dizari, on ne comprend pas, au début je ne comprenais pas que c'était un autre, je ne comprenais pas d'où il venait, je ne comprenais pas la spécificité de ces pierres. On parle depuis le début qu'elle a une pierre dans sa barbe, oui parce qu'il y a une particularité, Harry est une femme à barbe. Elle a une pierre incrustée dans sa barbe que certains voient et d'autres non, ceux qui ont du talent le voient mais les Eshari ne la voient pas. Enfin bref, je trouvais que ça partait dans tous les sens. Et c'est vraiment au milieu de ce roman que j'ai commencé à comprendre les relations entre Eshari, Arcanes, cette dimension qui abrite les autres. Parce qu'au début, j'étais complètement paumée. Donc si vous voulez, c'est un peu désagréable de ne pas savoir où on est. On a les en-têtes de chapitres, je vous disais, qui nous relatent en italique un petit peu l'histoire de ces peuples, mais en fait ça m'embrouillait plus qu'autre chose.
J'étais paumée aussi dans les personnages entre la classe dirigeante, l'empereur. Je comprenais pas en fait. Donc c'est plutôt désagréable quand on ne comprend pas. Après par la suite, j'ai réussi à m'imprégner de cette histoire et j'ai commencé à comprendre les liens qui se créent entre tout le monde. Mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps et je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un one-shot, qu'il fallait tout condenser très vite, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué, néanmoins il y a des bons côtés, voilà, il y a cette originalité de donner le rôle principal à une femme qui n'est pas spécialement belle, qui a une barbe. On a une voltige, alors voltige c'est aussi des catégories d'arcane, de talent, qui est non-binaire, donc qu'on appelle Yel, voilà, on a de la représentativité dans ce roman, et c'est ça qui fait aussi la force et l'originalité, mais c'est vrai que je trouvais que c'était mal exploité par rapport à l'univers. L'univers est complexe et c'est mal imbriqué pour comprendre. Les chapitres sont pas très longs, donc ça va, on a un rythme assez soutenu. Il y a pas mal d'actions, alors ne vous attendez pas par contre à vous retrouver au cœur des féeries et à avoir plein d'épreuves, à ce qu'ils se battent contre les autres, les uns. Je trouvais que finalement cette partie était assez courte, on se recentrait plutôt sur autre chose. Donc voilà, si on vous l'a vendu comme ça, sur un roman de fantasy où vous allez avoir des épreuves, où ils doivent leur survie, à leur talent, à des sortes de stratégies entre les participants, pas vraiment, parce que finalement ça dure très peu de temps dans ce roman. Quand tout s'imbrique, finalement on comprend la thématique, l'enjeu de tout ça, parce qu'au début pas du tout. Vous l'avez compris, le début a été compliqué jusqu'au milieu, et ensuite je me suis prise au jeu et j'ai compris tout ça, mais c'est vrai que ça met trop de temps à arriver. Bref, c'était pas un mauvais roman, mais je pense qu'il a été mal exploité, l'univers aurait pu être mieux expliqué. Mais bon, en soi, sur la fin, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est dommage que c'est mis autant de temps à être compréhensible. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je me rends compte que cet exercice de se mettre face à la caméra pour vous raconter mes impressions, mes avis sur des romans que j'ai lus déjà il y a plus d'un mois, ça commence à être très difficile. Je m'embrouille, je perds mes mots, ça devient un peu catastrophique, donc je vais essayer de voir si je ne peux pas faire autrement, parce que là j'avoue que ça devient compliqué pour moi de vous expliquer des ressentis d'il y a plus d'un mois. Donc il faut que je trouve une solution autre. Quand c'est dans des vlogs, c'est de l'instantanéité, vous avez mon avis tout de suite après la lecture, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Là, je rame. Donc j'espère que j'étais quand même compréhensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous tente. Et moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.